vous avez vu qu'il y a quelques jours, le ministre de l'Intérieur, qui est en principe un ministre de la République, en fonction de laquelle, M. Darmanin a proféré des accusations mensongères et graves à l'encontre de la Ligue des droits de l'homme. Donc chacun s'accorde à reconnaître le sérieux républicain de ces interventions et le rôle de vigie indispensable et efficace pour la défense de nos libertés publiques, et ça depuis un siècle, c'est-à-dire depuis l'affaire Dreyfus. Pour sa part, l'Arbre s'est fixé pour but d'éclairer par ses travaux les réalités de la Révolution française et de la vie et de l'œuvre de Robespierre. Or, au-delà des controverses dont il continue d'être l'objet, chacun s'accorde aujourd'hui à admettre que l'incorruptible avocat arageois fut toute sa courte vie un concepteur et un défenseur des valeurs et des principes contenus dans les déclarations des droits de 89 et surtout de 93. Cela même, d'ailleurs, qui préside, depuis sa création, à l'existence de la LDH. Aussi, nous ne pouvions, en tant qu'association, demeurer... qu'est-ce qu'il y a ? Nous ne pouvions demeurer silencieux devant de telles menaces. Elle assure donc à la Ligue des droits de l'homme et à ses comités de son indéfectible solidarité et appelle tous les adhérents à se joindre aux nombreux républicains qui ne manqueront pas, je l'espère, de lui apporter leur soutien. Nous ne pouvons oublier aussi que la LDH fut à nos côtés le 11 juin 2022 lorsqu'il s'est agi de défendre l'une de nos membres, Fanny Lescureux, et sa maman agressée chez elle par des membres de l'extrême droite et de l'Action française. Je m'associe également à cette déclaration. Je fais partie des gens qui, comme vous, ont été particulièrement choqués par ce type de propos. D'autant que je vous parlais d'un personnage, Thomas Paine, qui se retrouverait, je pense, dans l'idée de droit de l'homme, évidemment, puisque c'est un ouvrage très célèbre, pour lequel d'ailleurs il est principalement connu dans l'historiographie de la Révolution française. Et c'est quelqu'un qui défend une république qui n'est pas véritablement, comme tu l'as suggéré, portée aujourd'hui par un certain nombre de gens qui gouvernent. Je vous remercie de cette invitation. C'est toujours un plaisir de venir vous retrouver, de venir discuter avec vous. À Arras, évidemment, patrie de Robespierre, à laquelle je ne peux absolument pas être insensible, comme à la sympathie dont vous faites preuve à chaque fois que je viens. Et là, je vais être dans l'obscurité, je risque d'avoir des problèmes pour me référer à mon texte. Merci. Voilà, donc parler de Thomas Paine, c'est parler de quelqu'un qui a d'abord une place, je dirais, modeste dans l'historiographie. C'est une espèce d'inconnu illustre, je dirais, quelqu'un qui, on voit son nom, il est présent dans toutes les histoires de la Révolution, mais on a rarement fouillé, essayé de travailler un peu en profondeur. C'est quelqu'un qui est un peu à la marge. C'est quelqu'un qui est décalé dans l'historiographie, mais qui est décalé aussi dans sa relation à la Révolution française, dans la mesure où il arrive en France dans les années 87, il en repart, il revient, on le retrouve en 90, il repart, on le retrouve en 92, donc il vient, il repart, il a une vision qui n'est pas forcément une vision de la continuité de la Révolution française, et par ailleurs, je le rappellerai à d'autres moments, mais par ailleurs c'est quelqu'un qui ne parle pas français. Quelqu'un qui l'entend probablement, qui le lit, mais quelqu'un qui a également une relation qui est un peu particulière à la langue. Il parle anglais. Il parle anglais et on verra que ces réseaux, en fait, en France, sont des réseaux de gens qui parlent anglais. Et donc il est proche des Girondins, comme on va les appeler, parce que un certain nombre d'entre eux ont habité en Angleterre, sont allés
aux États-Unis, ont participé des fois à l'indépendance, et manient l'anglais. Il est proche de Condorcet, parce que Condorcet parle couramment anglais. Il est proche de Sophie Grouchy, qui est la femme de Condorcet, parce que Sophie Grouchy est une traductrice de l'anglais. Donc c'est quelqu'un qui a une relation à la langue et à la Révolution qui est assez particulière. Mais c'est quelqu'un qui est intéressant parce qu'il est à cheval donc sur trois lieux politiques. Il est à cheval sur la tradition républicaine anglaise du XVIIe siècle, dont il est un des héritiers. Il est à cheval également sur l'indépendance américaine, à laquelle il participe, et il joue un rôle tout à fait fondamental. J'y reviendrai rapidement. Et puis, bien sûr, il est aussi quelqu'un, comme citoyen français, il est quelqu'un qui incarne aussi la Révolution française. Et donc, quand on se réfère à l'historiographie, on se réfère souvent à trois champs qui sont coupés les uns des autres, avec ces spécialistes qui ne parlent pas en gros entre eux. Et même pour Thomas Paine, on a un Thomas Paine qui est lu par l'historiographie anglaise, lu par l'historiographie américaine, lu par l'historiographie française, très peu, je vous l'ai expliqué pour cette dernière, et qui ne communiquent pas entre eux. Et donc s'intéresser à Thomas Paine, c'est aussi, en tout cas aujourd'hui, c'est aussi s'intéresser à ces trois espaces qui se croisent dans l'Atlantique en fait. Penser les révolutions atlantiques comme on a pu les penser dès les années 60, mais qui sont aujourd'hui de nouveau du haut centre des problématiques, et penser des modes de républicanisme qu'on a souvent totalement dissociés. Le républicanisme anglais peut être entendu en lien avec le républicanisme américain, mais certainement pas en lien avec un républicanisme français qui aurait ses propres spécificités. Donc le travail qu'on peut mener en ce moment autour de Paine est un travail qui a tendance à relier ces fils et à utiliser Paine finalement pour voir un objet politique qui n'a jamais été vu dans cette ampleur, mais toujours totalement séquencé. Et donc Paine est moi je le compare à une particule chez un physicien. Donc on aurait en physique, vous voyez, une particule qu'on aperçoit et qu'on ne sait pas très bien ce que c'est que ce truc, on ne sait pas très bien comment la comprendre, elle ne fonctionne pas avec le modèle ou le système dans lequel elle devrait s'intégrer, donc on a deux solutions, soit on la met de côté en disant ça ne marche pas très bien avec ce que l'on sait, donc c'est pas très intéressant, au contraire on la reprend cette particule pour la mettre au centre et se dire mais est-ce qu'elle n'interroge pas la manière dont on fabrique le système? Est-ce que c'est la particule le problème ou est-ce que c'est le récit, le système, le modèle dans lequel elle s'insère? Et Paine, on utilise Paine en ce moment de cette manière-là. C'est quelqu'un qui permet d'interroger en fait. Qu'est-ce qu'il a écrit en particulier? Alors il est connu pour trois grands textes. Le premier c'est Common Sense, je vais en reparler, en 1776. Aux États-Unis. Alors c'est un texte fondamental parce que c'est un texte qui va être l'une des principales origines du mouvement d'indépendance aux États-Unis. Avant Paine, la plupart des acteurs pensent à négocier avec l'Angleterre, à négocier une place au Parlement anglais, et Paine est un de ceux qui prône la rupture et qui va être écouté. Il y a quelqu'un qui a son micro, je crois que j'entends des voix. Quelqu'un qui va être écouté, je vais vous expliquer un peu. Vous êtes aux Ariane. Il n'y a pas de son. Attends, je remets un message. Vas-y, Alcide. Il faut être rouge et expert, disait Mao Tse-tung. Je suis rouge, mais je ne suis pas expert. Hein. Bon. Je vais relancer ma machine. Bon, j'interromps mon explication. Je suis désolé. Bon, est-ce que c'est mieux là? Est-ce que vous m'entendez?
Thomas Paine parle à l'arbre. Oui, ça y est, sauvé. C'est bon? Bon, eh ben, tu peux y aller. Très bien, bon, je vais faire quand même un résumé rapide de... Coucou Élise. Voilà, Il je faut attendre suis que tout le monde désolé. se connecte. Désolé. Voilà, bonsoir Daniel, excuse-moi. Voilà, donc j'expliquais que la personnalité, le personnage de Paine est un personnage assez intéressant du point de vue de la lecture qu'on peut avoir de la Révolution française et plus largement des débats qu'il y a autour du républicanisme qui sont séquencés dans trois espaces que lui rassemble, hein, donc l'espace anglais, américain et l'espace français, avec une lecture qui a souvent été une lecture dans laquelle il y avait une incompatibilité entre un républicanisme tel qui se développe en Angleterre ou aux États-Unis et celui qui se développait en France. Donc on posait la question, mais qu'a-t-il écrit? Alors je vais y revenir, hein. Mais le premier texte qu'il a écrit, c'est le plus connu qu'il a écrit, c'est Common Sense, sens commun. C'est un terme que je vais remplir à plusieurs reprises. Common Sense, sens commun, donc qui est considéré comme un texte déclencheur de la Révolution américaine. Pour vous donner le poids de Thomas Paine, quand il publie Common Sense, il le vend à plus de 100 000 exemplaires. On pense même qu'il le vend à plus de 200 000 exemplaires. Et c'est quelqu'un, quand il écrit un livre, a des tirages de ce type. Vous voyez? Moi, quand j'en vends 3000, je suis porté en triomphe par mon éditeur, parce que 3000 exemplaires sur des questions historiques, Mais pourquoi c'est une question de vulgarisation? je vais l'expliquer, oui. Il y a des choses qui tiennent à ça. Donc c'est quelqu'un qui est aux États-Unis au moment de la déclaration d'indépendance en 1776, donc la même année où il publie Common Sense, quelques mois après, dont on sait maintenant qu'il a participé à sa rédaction. On a trouvé un certain nombre de documents qui permettent d'attester le fait qu'il serait dans les pères fondateurs des États-Unis, hein, une place qu'on lui refuse aux États-Unis depuis fort longtemps maintenant, depuis plus de siècles, pour des raisons que je vais expliciter. Mais c'est quelqu'un qui est anglais, hein. Il est né à Thetford, dans le Norfolk, donc un comté qui est au nord-est de Londres. C'est quelqu'un qui est né en 1737, donc il y a 52 ans, en 89, au moment où la Révolution française commence. Donc c'est quelqu'un qui rentre dans la Révolution française avec déjà un héritage d'écrivain puissant, qui a une stature internationale et qui a une maturité politique qu'il a déjà construite en Angleterre et qu'il a confirmé quand il est aux États-Unis. Et il y va aux États-Unis en 1774, donc 2 ans auparavant, parce que Franklin le repère en Angleterre et lui demande de travailler dans la presse, dans le Pennsylvania Magazine, à partir de 1774. Alors on ne savait pas jusqu'à présent pourquoi un type qui faisait pas grand-chose en Angleterre, qui était agent des douanes, se retrouve tout d'un coup propulsé par Franklin aux États-Unis pour faire de la propagande politique en fait. On sait maintenant qu'il a travaillé en Angleterre, hein, comme écrivain fantôme, un shadow writer, comme porte-plume avec d'autres, notamment autour de quelque chose qu'on appelle les Genius Letters, qui sont des pamphlets collectifs en fait, qui vont être publiés en Angleterre à la fin des années 60, au début des années 70, contre le gouvernement, anonyme, parce que c'est dangereux. Et on sait maintenant que c'est un activiste, hein, et c'est quelqu'un qui a utilisé ses capacités d'écriture assez massivement en fait, en Angleterre à ce moment-là. Ce qu'on ne savait pas jusqu'à présent, et c'est ça que Franklin va repérer et va mettre à profit aux États-Unis. Il va retourner en Angleterre en 1787 et à partir de là va commencer à circuler en France, et il va s'y établir à partir de 1792, hein, donc à partir du moment où la République va exister en France, hein, et il va y rester jusqu'en 1802, donc il va rester 10 ans en France. Il va y rester 10 ans parce qu'il a reçu la nationalité française.
le 26 août 1792, donc pour l'anniversaire de la Déclaration des droits, le 26 août 89, et il reçoit donc la nationalité française parce qu'il a bien mérité de l'humanité, dit-on, en publiant le deuxième grand ouvrage pour lequel il est connu, qui est Droits de l'homme. D'où le fait que je faisais allusion à ce que disait Alcide par rapport à la Ligue des droits de l'homme. Thomas Paine est l'auteur de Droits de l'homme en deux parties, en deux morceaux. Une première partie qui est publiée en 1791, la seconde qui est publiée en 1792. Et c'est généralement pour ça qu'il est connu en France. C'est généralement pour ça que l'on parle de Thomas Paine en France, parce que dans ce texte, il prend la défense des principes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la défense donc des principes de la Révolution française contre ce qui est mis en avant par ceux qui sont hostiles, notamment par Burke en Angleterre, qui sont les principes qui fondent la monarchie anglaise. Donc Paine dit c'est pas l'ancienneté, c'est pas la tradition, c'est pas l'historicité de la monarchie qui fait sa valeur. Ce qui fait la valeur d'un gouvernement, c'est sa fondation en droit. Sa fondation dans le droit et dans un droit qui est le résultat de la raison. Donc il va être élu député, il est élu pour le Pas-de-Calais, donc c'est aussi une des raisons de ma présence aujourd'hui. C'est un député du Pas-de-Calais, mais il est également élu on peut être élu pour plusieurs départements. Il est élu pour l'Oise, il est élu pour l'Aisne, il est élu pour le Puy-de-Dôme, mais il va choisir le Pas-de-Calais. Il est encore en Angleterre, et il est obligé de partir d'Angleterre précipitamment parce que la deuxième partie des droits de l'homme, qu'il a publiée en anglais, d'abord en Angleterre, qui est ensuite traduite en français, comporte un certain nombre de critiques extrêmement virulentes contre la monarchie anglaise. En particulier, Paine considère que le roi, je le cite, le roi d'Angleterre, est le plus indigne et le plus stupide des mortels. Je vous rappelle qu'il y a un certain nombre de gens qui ont traité Macron d'ordure. C'est encore pire. Le plus stupide des mortels, alors évidemment, dans la monarchie anglaise du XVIIIe siècle, chose qui ne passe pas. Et donc il est condamné, c'est un réfugié politique en fait, il est obligé de se cacher en France. Et comme il a écrit Droits de l'homme, comme il a bien mérité de l'humanité, et il devient citoyen français, il est élu député et va donc siéger à la Convention. Et il ne s'arrêtera pas là, il va rajouter plusieurs couches à sa détestation de la monarchie. Il va multiplier les insultes, et aussi contre la Chambre des Lords à l'époque, qu'il traite de ramassis de voleurs. Donc évidemment, il n'est pas vraiment le bienvenu. Elle explique que la noblesse est en fait une escroquerie qui est fondée sur l'usurpation des terres, c'est fait il y a très très longtemps, et que tous ces gens-là qui sont censés dire la loi sont en fait des voleurs, et qu'on n'a strictement aucune raison, il dit comme ça, textuellement, on n'a strictement aucune raison de les vénérer, et qui conservent leurs titres dont il dit qu'ils sont totalement puérils. Donc c'est un personnage qui ne peut pas rentrer en Angleterre. Il essaye, il ne peut pas aller aux États-Unis non plus, il essaye, parce qu'il y a toujours des corvettes anglaises qui croisent au large des côtes et qui l'empêchent de passer, parce qu'ils ont l'information, attention, Paine est en train d'essayer de revenir ou de passer en Angleterre, donc il est toujours bloqué. Donc il y a des tentatives comme ça, on le voit au Havre à certains moments, à Calais en train d'essayer de passer, mais à chaque fois ça ne marche pas. Il faut attendre 1802 pour qu'il puisse partir de France. Il va aller aux États-Unis. Il a un petit cottage à New Rochelle, qui est dans la banlieue de New York aujourd'hui. Enfin, c'est juste à côté de New York, parce qu'il a reçu ce petit cottage en reconnaissance de l'État de New York pour les services rendus pendant l'indépendance. Donc il va rentrer en 1802, il va profiter donc de la paix d'Amiens, donc de la paix signée avec l'Angleterre, donc on peut maintenant passer, et il va rester aux États-Unis où il va mourir en 1809. Vous voyez, le portrait de Jean Dresse, très rapidement comme ça, dans ce rapide tour biographique, vous montre que ce n'est pas quelqu'un qui est véritablement docile, je dirais, c'est pas quelqu'un qui est véritablement consensuel.
Or, c'est plutôt l'image que l'on a donnée de lui dans l'historiographie, et en particulier dans l'historiographie française, et en particulier au moment où on va exhumer Paine, qui était pratiquement, sinon un inconnu, du moins un inconnu célèbre, comme je le disais, on va l'exhumer au moment du bicentenaire de la Révolution française, alors que pendant 2 siècles, on était dans l'indifférence complète vis-à-vis de ce personnage. Et c'est par exemple au moment du bicentenaire, c'est en 1987 je crois, que Droits de l'homme, ce texte tout le monde voit partout cité, ce texte est réédité pour la première fois depuis 2 siècles en fait, par Claude Mouchard chez Belin. Et c'est le moment également où un colloque, le premier, est organisé, c'est un petit clin d'œil à Alcide, organisé par la Ligue des droits de l'homme, au moment du bicentenaire, autour de Thomas Paine, afin justement de mettre en lien ce que sont les principes portés par la Ligue des droits de l'homme et ce qui étaient les principes portés par Thomas Paine. C'est au moment du bicentenaire également où sa statue, qui est dans le parc Montsouris à Paris en face de la cité universitaire, la statue de Paine est redorée au moment du bicentenaire. Elle existait depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'était une image de l'amitié franco-américaine en fait. Elle était prévue pour être installée au moment du 150e anniversaire, mais bien sûr la guerre a différé la chose. C'est une statue qui a été faite par John Gotham Barblum, que vous connaissez probablement parce que c'est celui qui a sculpté les têtes des présidents sur les monts Rushmore aux États-Unis, Lincoln, Washington, etc., Roosevelt. Et donc c'est quelqu'un qui a sculpté Paine dans cette perspective, qui est une perspective de reconnaissance aussi de la présence de Paine. Mais bon, le bicentenaire va sortir Paine de cet anonymat célèbre, et il va sortir de cet anonymat parce que il va servir à incarner quelque chose qui manque, d'après les autorités de l'époque, qui manque à la Révolution française, à son image, c'est son universalité. Il s'agit de sortir de la Révolution française de son côté franco-centré pour lui donner une dimension universelle. Et donc Paine est mis en avant comme une figure qui est une figure rassembleuse, internationale, universelle, quelqu'un qui n'est pas un objet polémique, et quelqu'un que l'on retrouve autour de valeurs communes en fait, qui sont celles des droits de l'homme. Et des droits de l'homme qui sont à cette époque-là totalement aseptisés. On va le voir par rapport à ce que Paine en dit. Aseptisé et renvoyer à des idées assez générales en fait, ce qu'un certain nombre de critiques feront au moment du bicentenaire en parlant d'une espèce de discours de droit de l'hommisme un peu tiédasse, qui est bien loin en fait du message qui pouvait être porté par la Révolution française à l'époque, si bien que Paine fait figure de personnage un peu fade, un peu consensuel, un peu aseptisé, porteur de ces idées un peu vagues, et que l'on oppose à des personnages plus rugueux, plus radicaux. Et bien sûr, Robespierre fait partie de cette espèce de contre-feu à Thomas Paine à l'époque. C'est en tout cas comme ça qu'ils sont joués l'un contre l'autre. Et Madeleine Rébériou, qui est la directrice, enfin celle qui dirige, la présidente, je crois qu'on disait plutôt de la Ligue des droits de l'homme, à l'époque, l'historienne Madeleine Rébériou constate elle-même, donc dans ce colloque qu'elle va présider sur Thomas Paine, constate elle-même qu'il existe autour de Thomas Paine comme un parfum d'encensoir, dit-elle. Et donc on fabrique un Paine consensuel, auteur immortel donc des droits de l'homme, citoyen du monde, et victime de la terreur, puisqu'il est emprisonné au Luxembourg pendant 8 mois. Donc Paine a tous les labels en fait pour exister dans, on va dire, l'atmosphère idéologique qui est portée par le bicentenaire. Il occupe le bon versant de la Révolution, c'est le versant américain, le versant non violent, entre guillemets, par opposition au mauvais versant, le versant de Robespierre, c'est-à-dire le versant français, le versant de la France terroriste, le versant de la France totalitaire.
Et cette opposition États-Unis-France, c'est quelque chose qui est inscrit dans les lectures idéologiques de l'époque, et c'est Hannah Arendt en particulier qui est une de celles qui a théorisé cette opposition entre la Révolution américaine et la Révolution française. Votre association, que j'honore en ce moment, l'Arbre, a été en grande partie créée pour que Robespierre ait sa place dans un bicentenaire où il n'avait pas sa place, et donc pour réorienter en fait la lecture de la Révolution française dans un sens tout à fait autre que celui qui était porté par ceux qui présidaient aux festivités et qui mettaient Paine en avant dans un sens qui n'était pas évidemment celui que je vais vous montrer. Par ailleurs, Paine est tout à fait intéressant pour la commission du bicentenaire, parce que Paine est identifié à Condorcet. Et Condorcet, c'est le deuxième, c'est le véritable, le grand homme du bicentenaire. Paine est un faire-valoir, en fait, de Condorcet, dans la mesure où les deux sont jugés, et on le retrouve aussi dans l'historiographie anglo-saxonne, les deux sont jugés comme étant quasi interchangeables. Les idées de Paine sont celles de Condorcet. L'un pense pour l'autre. L'un pense pour l'autre, c'est une phrase que dit un historien anglais, spécialiste des Girondins, qui s'appelle William Doyle. Quand Paine parle, quand Thomas Paine parle, en fait, Condorcet parle. Et quand Condorcet parle, Thomas Paine parle. Donc les deux sont associés, et comme Condorcet, on pense que Paine est quelqu'un qui est un libéral au sens où il est en faveur d'un marché qui serait efficient et qui permettrait de laisser aux propriétaires toute latitude dans l'usage de leur propriété. Et donc on voit un Thomas Paine qui est finalement quelqu'un qui est un défenseur du marché, du capitalisme naissant, du libéralisme, sans que jamais, en l'occurrence, ce que Paine appelle liberté soit particulièrement étudié. Mais on a un syllogisme en fait qui est à l'œuvre dans ce couple. Paine défend les droits de l'homme, et puisque, comme Condorcet, il défend l'économie politique fondée sur le marché, donc on peut penser que les droits de l'homme, c'est l'économie de marché. Les droits de l'homme, c'est pareil que laisser le capitalisme agir. Et il y a donc un travail de co-construction avec Paine et Condorcet de l'idéologie qui va être celle qui va être principalement portée par le bicentenaire, du moins le bicentenaire officiel, tel que des gens comme François Furet pouvaient l'espérer. Et l'Arbre fait partie de ces contre-feux à ce discours. Paine est donc placé du côté de ce qu'on appelle les modernes. Donc les modernes au sens de Benjamin Constant ou de Germaine de Staël, c'est-à-dire ceux qui défendent la liberté individuelle et qui défendent l'intérêt personnel. L'intérêt personnel étant l'expression de la liberté individuelle, et donc qui favorisent la naissance du capitalisme avec une idée d'une déclaration des droits qui libérerait finalement les libertés, en quelque sorte, permettrait aux entrepreneurs d'entreprendre, ils ne seraient plus contrôlés, coincés par des contraintes qui entraveraient leur action. Ils peuvent investir, et investissant, ils peuvent embaucher et donc produire, et donc on est dans cette logique productiviste, ce cercle vertueux productiviste qu'engendre le capitalisme, dont Paine serait finalement un des théoriciens et un des acteurs. Or, quand on regarde ce que dit Paine, Paine n'est pas libéral au sens où il penserait la liberté du propriétaire comme une liberté illimitée, et qui serait favorable donc à cette espèce de cercle vertueux productiviste. Une liberté du propriétaire qui agirait donc pour le plus grand bien de tous. Non, Paine n'est pas dans cet discours qui est celui de Condorcet, au demeurant c'est vrai, mais Paine est un libéral au sens où il considère que le droit à l'existence fonde la liberté, et que le droit à l'existence est donc le principal des droits de l'homme, que les sociétés ont pour fonction de protéger. Et en cela donc Paine et sa conception de la liberté, adossée au principe du droit à l'existence, non pas adossée au principe de
de la propriété. En cela, Paine est beaucoup plus proche de Robespierre que de Condorcet, en dépit de tout ce qui, par ailleurs, évidemment, peuvent rassembler l'amitié qu'il y a entre Paine et Condorcet, ou peuvent séparer Paine de Robespierre, puisque Paine voue une profonde détestation à Robespierre, en particulier après qu'il a été incarcéré, puisqu'il pense que Robespierre est la personne qui l'a fait arrêter. Nous allons voir donc la solution que Paine propose pour garantir ce droit à l'existence, qu'il met au cœur de sa pensée politique, au cœur de sa conception de la liberté. Ce qu'il va mettre en place pour garantir ce droit à l'existence, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'allocation universelle, c'est-à-dire le revenu d'existence. Et Paine est celui qui est le premier à théoriser le droit à l'existence dans une perspective qui est celle donc de cette allocation universelle, de ce revenu d'existence. Et il dit, ce revenu d'existence, il faut le mettre en œuvre parce que le processus d'appropriation tel qu'il a été fait par les lords, par les nobles, par les grands propriétaires en général, ce processus d'appropriation a été un vol. Donc on est chez Proudhon quasi directement, Paine désigne donc les lords comme des voleurs, mais également tous ceux qui ont approprié les terres qui étaient avant une propriété commune à l'espèce humaine, les considère comme des voleurs. Il va vouloir donc mettre en place un dispositif qui va permettre de réparer ce vol initial et donc développer une critique de l'appropriation, une critique qui, là encore, ne peut pas entrer dans ce que dit Condorcet, parce que Condorcet fait de la naissance de la propriété le début du progrès. Condorcet pense, dans son esquisse d'un tableau historique des progrès du genre humain en 1794, Condorcet pense que le début des progrès de l'humanité naissent avec la propriété, avec l'agriculture, avec le fait que l'on va enclore et on va dire c'est à moi et on va commencer à produire. Condorcet est à l'origine d'une certaine lecture du productivisme et du progrès qui a engendré les sociétés dans lesquelles nous sommes depuis 2 siècles et qui rentrent aujourd'hui totalement en crise, dont on a vu qu'elle s'effondre. Et Madame de Staël, donc, que j'évoquais, ne considère d'ailleurs pas que Paine est un moderne auquel elle pourrait s'identifier. Ce sont les historiens qui pensent que Paine et Madame de Staël sont dans la même boîte. En fait, ils n'y sont pas, puisque Germaine de Staël, elle, condamne le dogmatisme de Paine, elle condamne sa violence, elle condamne ce qu'elle appelle sa démagogie, ce qu'on appellerait aujourd'hui le populisme de Paine, ce qu'à la fin du XVIIIe siècle on désigne par démocrate. Paine est stigmatisé comme un démocrate. Et comme la plupart des contemporains qui combattent les idées de Paine, Germaine de Staël lui reproche en particulier d'avoir placé le peuple et d'avoir placé la souveraineté populaire au centre de sa réflexion politique et de son action politique. Et c'est un peu la question qu'on avait par rapport à ses ouvrages, ce que ses adversaires lui reprochent en Angleterre, aux États-Unis, et ce qu'on va lui reprocher également en France, c'est d'être du peuple et de parler une langue qui est une langue accessible au peuple. Et de penser un rapport aux sociétés qui est un rapport qui est celui du sens commun, du bon sens, et non pas quelque chose qui est enfermé dans des dogmes qui seraient pensés dans des formules abstraites et complexes. Pour s'en convaincre, ce n'est pas compliqué, il suffit de regarder toutes les caricatures anglaises qui sont produites sur Paine dans les années 1792-93 et qui montrent toujours un Paine qui est violent, un Paine qui est populacier, un Paine qui est un sans-culotte, un Paine qui est ivrogne, parce que tous les gens de sa classe sociale devraient être ivrognes. Alors pourquoi de sa classe sociale? Parce que Paine est quelqu'un qui, avant d'être un journaliste, avant d'être un écrivain, avant d'être un inventeur, avant d'être un homme des Lumières, est un homme qui est un corsetier. Son père est corsetier et lui-même fabrique des corsets. Il va même ouvrir une boutique, il va faire d'ailleurs faillite, ça ne va pas marcher, mais c'est quelqu'un qui est issu du peuple et qui a appris un métier où il travaille de ses mains. Et toutes les caricatures le renvoient
à sa classe d'origine et à la vulgarité donc, de ses origines et aux travers qui seraient ceux de sa classe sociale, donc l'ivrognerie et la violence. Donc cette origine modeste qui permet de stigmatiser Paine et de le dévaluer, en fait, de disqualifier ses propos, est au contraire quelque chose que lui met en avant. Il met toujours en avant ses origines modestes, il les revendique parce qu'il dit, grâce à ça, sa connaissance du monde est bien supérieure à la connaissance du monde de ceux qui lisent que des livres. D'ailleurs, il dit, je n'ai lu aucun livre, on n'est pas obligé de le croire sur parole, mais il écrit. Moi, je ne lis pas de livre. Moi, je me base sur mon expérience. Et mon expérience, c'est d'abord l'expérience d'un homme du peuple. C'est cette expérience qu'il appelle l'expérience de sens commun. C'est cette expérience que tout le monde a. Cette expérience que l'on partage tous. C'est-à-dire le bon sens, en fait, populaire. Robespierre parle de bon sens populaire. Thomas Paine de sens commun populaire. Et sens commun, donc c'est le nom qu'il donne à cet ouvrage de 1776 que j'évoquais tout à l'heure, qui va le faire connaître, c'est aussi son nom de plume. Il signe ses articles common sense, sens commun. C'est également la manière dont il va le faire appeler par les Indiens, les Amérindiens, avec lesquels il a passé plusieurs semaines aux États-Unis dans les années 1777 au nom de l'État de Pennsylvanie avec les Indiens Sénéca. Et avec ces Indiens Sénéca, il dit « je me fais appeler sens commun ». En sens commun, on partage, moi et les Indiens, finalement un rapport à l'humanité, un rapport à une certaine sagesse, un rapport à une manière de voir les sociétés qui est finalement la même. Nous sommes tous des êtres humains et il y a derrière notre manière de voir une espèce d'universalité du sens commun. Dans la deuxième partie des droits de l'homme, donc c'est un ouvrage en 2 temps, 1791-92, Paine écrit, je cite, « Je veux être l'avocat des droits de l'homme », et il précise, « Je dispose pour cela d'un atout, il est avantageux pour moi d'avoir fait l'apprentissage de la vie. Je peux parler des droits de l'homme parce que j'ai fait l'apprentissage de la vie, je connais le prix des instructions morales et j'ai vu le danger du contraire. » Et quand il parle de l'apprentissage de la vie, il ne parle pas simplement de sa vie d'artisan, il parle également de sa vie plutôt aventureuse. C'est quelqu'un qui, à 16 ans, va s'engager sur des corsaires, c'est quelqu'un qui connaît la mer, c'est quelqu'un qui s'est battu, c'est quelqu'un qui connaît la guerre, c'est quelqu'un qui désobéit totalement à sa famille. Et donc il souligne que cette vie aventureuse, cette vie de danger, lui a fait connaître, dit-il, tous les inconvénients de la jeunesse. Mais il rappelle, toujours dans Droits de l'homme, il rappelle que ça ne l'a pas empêché sur le plan de la réflexion politique, et même au contraire, ça a aidé sa réflexion politique, ça ne l'a pas empêché de dépasser ce qu'il appelle les personnes bien nées. Alors Paine n'est pas particulièrement modeste, et c'est pas quelqu'un qui hésite à se mettre en valeur, il est très fort pour son autopromotion, donc quand on vend autant d'exemplaires d'ouvrages, on peut être assez fort sur le plan du marketing, mais donc Paine écrit ça dans Droits de l'homme, j'ai la vanité de dire qu'avec une persévérance qu'aucune difficulté ne put abattre et un désintéressement qui commanda le respect, j'ai non seulement contribué à élever un nouvel empire dans le monde, fondé sur un nouveau système de gouvernement, mais je suis arrivé à un degré d'éminence dans la littérature politique où il est plus difficile de réussir et d'exceller que dans aucune autre branche, un degré d'excellence que l'aristocratie, avec tous ses moyens, a été incapable d'atteindre. Donc moi je suis d'origine modeste, moi j'ai vu la vie, mais ça me permet d'écrire des textes politiques qui tiennent la route et qui sont d'un niveau tel et reconnus comme tel que les autres ne peuvent même pas penser pouvoir atteindre. Et donc on voit que Paine, dans cette manière d'être, cette manière de penser le rapport au savoir, à la connaissance, nous fait considérer ce qu'on appelle les Lumières, le siècle des Lumières, avec un grand L, les Lumières, non pas comme le domaine qui serait le domaine exclusif des élites, des savants, de ceux qui écrivent des livres et qui réfléchissent, mais qui est un mouvement des Lumières dans lequel il faut inclure le peuple. Et pour Paine, voir le mettre au centre. Le peuple que Paine met en avant est un peuple qui est doué de raison, c'est un peuple raisonnable.
c'est un peuple qui est doué de raison sur lequel on va fonder la souveraineté. Et le peuple de Paine n'est pas un peuple qui doit être acculturé à la politique, c'est pas un peuple qui doit être éduqué par les élites, c'est pas un peuple qui doit être éduqué pour mériter d'être le souverain. Le peuple de Paine est au contraire un peuple qui acculture les élites, qui éduque des élites qui, elles, ont totalement perdu le sens commun et auxquelles il faut peut-être le rappeler, et c'est la fonction du peuple. En cela, encore une fois, Paine se distingue fondamentalement de Condorcet, auquel ce récit que j'évoquais l'identifie, puisque Condorcet est l'incarnation, au contraire, du gouvernement des experts, du gouvernement de l'expert contre un peuple qu'il faut, au contraire, éduquer. Vous savez que Condorcet est au centre d'un grand projet sur l'éducation. C'est un peu les critiques qu'on fait à Macron d'ignorer le sens commun, en fait. Oui, ça pourrait être ça. C'est pour ça qu'il y a effectivement un intérêt aussi dans cette approche de Paine, et que je mets en avant. En tant qu'historien, on est en notre époque, on est en notre temps, donc je mets en avant des éléments qui chez Paine, résonnent évidemment avec les questions qui sont celles de notre époque. Mais c'est des choses qui sont très présentes dans le XVIIIe siècle, et qui nous permet d'ailleurs de redécouvrir des choses très présentes dans le XVIIIe siècle qu'on ne regardait pas trop. Donc, merci à ceux qui nous gouvernent, parce que ça nous ouvre les yeux pour les historiens sur des choses qui sont en gisement dans le passé et auxquelles on ne prenait pas forcément attention auparavant. Et donc il dit par exemple, quand il arrive en Amérique en 1775, je me trouvais une occasion où je crus pouvoir faire du bien en Amérique, et je suivis exactement ce que mon cœur me dictait. Je ne lus aucun livre, ce que je vous disais tout à l'heure, et je n'étudiais pas les opinions des autres. Je pensais par moi-même. Et quand il dit « je pense par moi-même », et que je dis « moi qui incarne les Lumières », en fait, c'est comme ça que Emmanuel Kant, le philosophe, définit les Lumières. Il ne définit pas les Lumières comme quelque chose de compliqué, avec des livres à lire. Il dit « les Lumières, c'est avoir le courage de se servir de son entendement ». Sapere aude, Horace. Avoir le courage de se servir de son entendement. Tout le monde a un entendement, mais il faut avoir le courage de l'utiliser. Et faire ce pas, c'est ça qui est difficile. Et c'est là que sont les Lumières. Elles ne sont pas dans les traités de philosophie compliqués avec lesquels on voudrait les identifier. Et aussi, aujourd'hui, on redécouvre des Lumières qui ne se limitent pas à celles que l'on a eu l'habitude d'apprendre, qui sont considérées comme finalement Condorcet, cette manière en fait de penser dans l'expertise, dans le savoir livresque. Et donc, comme vous le compreniez bien, l'extraordinaire popularité des ouvrages de Paine tient certainement au fait que son argumentation repose sur cette expérience, repose sur la sensibilité, et non pas sur une posture d'autorité telle que l'on trouve la plupart du temps. Donc il va solliciter l'entendement du lecteur, là où les auteurs académiques en général cherchent d'abord à légitimer leur savoir en multipliant les citations, les références livresques en latin, en grec, parce qu'ils s'adressent en fait à une certaine aristocratie intellectuelle pour lesquelles il faut valider en fait une légitimité dans l'écriture de leur ouvrage. Et donc pour un certain nombre d'historiens de la littérature américaine aujourd'hui, Paine est considéré comme l'inventeur finalement d'une nouvelle forme de littérature politique à ce moment-là, qui va se diffuser après au XIXe et au XXe siècle, qui permet simultanément d'être dans des raisonnements qui sont sophistiqués, tout en s'adressant à un grand public. Et donc un type d'écriture et de manière d'intervention dans l'espace public qui dépasse la distinction entre l'intellectuel d'un côté et le populaire, qui dépasse la distinction entre l'abstraction et le manuel. C'est quelque chose qu'il confond et qui permet de tenir ensemble. Paine donc dépasse cette distinction entre l'intellectuel et le populaire, qui est justement la distinction qui permet de tenir à distance le peuple du pouvoir. Vous n'êtes pas capable de comprendre, vous n'avez pas le savoir, vous n'êtes pas légitime. Et donc en matière de politique, comme en matière religieuse, Paine c'est quelqu'un qui est de culture quaker. Donc les quakers,
branche du protestantisme, on va dire ça comme ça, c'est une manière de penser le religieux qui est adogmatique. Il n'y a pas de dogme chez l'Équateur, il n'y a pas de credo, il n'y a pas de hiérarchie, donc ils ont un rapport extrêmement libre à la religion, et ça imprègne probablement sa manière de voir. Donc en matière de politique comme en matière de religieuse, il dit qu'il faut être dans la simplicité du langage, et il faut être aussi dans la simplicité des institutions. Et donc il dénonce donc la complexité des discours, et il dénonce aussi la complexité des organisations politiques, qui sont incompréhensibles. Il faut les étudier à fond pour savoir quels en sont les ressorts. Comme il faudrait étudier, nous, à fond, les ressorts de la Constitution pour comprendre si elle permet de faire ce que l'on fait en son nom aujourd'hui. Et donc, il dénonce donc des types d'organisations qui sont obscures parce qu'elles sont là pour perpétuer le pouvoir d'une élite. Et par exemple, la Constitution anglaise, hein, il ne parle pas de la nôtre, il parle de celle de l'Angleterre, dit qu'elle est faite pour organiser l'opacité. Elle est faite pour organiser l'opacité parce qu'elle va engendrer cette opacité des experts. Et ces experts vont être les seuls capables de décoder le système. Et donc vont être les seuls capables de gouverner à travers ce système. Donc cette lecture, cette approche, vous voyez, nous engage dans une manière d'organisation des sociétés qui ne correspond pas à celle dont on a l'habitude aujourd'hui. Et aux États-Unis, ces adversaires politiques vont mettre en avant la ferveur populaire dont il est l'objet, non pas pour porter Paine en nu, mais au contraire pour le discréditer. On va, comme je vous disais, le traiter de populacier, de vulgaire, et le fait justement qu'il soit lu par un aussi grand nombre d'individus est la preuve de sa vulgarité, et la preuve de son incompétence au bout du compte. Être compris par tous est une forme d'impossibilité politique pour les élites aux États-Unis. Et donc on va avoir toujours quelqu'un qui est présenté comme grossier à l'image de son langage, à l'image de ses idées, et on va dévaloriser Paine systématiquement pendant tout le XIXe siècle et encore une grande partie du XXe siècle. On va le dévaloriser, le mettre à une hauteur différente de Washington, de Jefferson, d'Adams, parce qu'on pense que c'est pas un intellectuel, c'est pas quelqu'un qui est légitime, c'est pas quelqu'un qui pourrait être dans les pères fondateurs. Et en ce moment, la figure de Paine est portée aux États-Unis par des militants. On porte celle de Robespierre, des militants aux États-Unis qui portent la figure de Paine pour en faire donc un père fondateur au même titre que les autres, et donc remettre en avant en fait une manière de faire de la politique, une manière de penser la République qui a été en grande partie évincée. Donc il s'agit pour Paine de penser un mode d'organisation sociale, un mode d'organisation politique sur des principes simples, des principes que tout le monde peut comprendre, des principes qui sont communs à l'humanité. Et le principe repose sur un axiome que l'on retrouve d'ailleurs un peu partout dans les différentes sagesses à l'échelle du monde, ce qu'on appelle des fois la règle d'or. Je ne peux pas faire à l'autre ce que je ne voudrais pas qu'il me fasse. Tout le monde comprend ça. Je ne peux pas faire à l'autre ce que je ne voudrais pas qu'il me fasse. Si je respecte cette règle simple, je peux vivre à peu près en harmonie avec les autres. C'est le régulateur le plus simple. Donc je ne dois pas dominer les autres, je ne dois pas être un maître, parce que je ne voudrais pas être moi-même dominé, je ne voudrais pas être un esclave. En d'autres termes, il s'agit d'avoir un gouvernement qui va garantir le fait qu'il n'y a pas de maître par d'esclave, qu'il n'y a pas de domination, que la liberté des uns ne va pas empiéter sur la liberté des autres. Il s'agit d'un gouvernement qui va garantir le fait que nous avons tous un droit égal à la liberté, et un gouvernement donc qui va tirer sa légitimité de la souveraineté populaire, une souveraineté qui est fondée sur ce que Paine nomme le droit à la représentation, un droit que chaque être humain possède, chacun d'entre nous a le droit d'être représenté dans ses idées et de participer à la société dans laquelle il se trouve. Et pour Thomas Paine, ce droit égal à la liberté et le droit de représentation sont inhérents donc à la nature humaine. Ce que Paine nomme
le sens commun correspond au principe de ce que l'on nomme dans les livres le droit naturel, tels qu'ils ont été déclarés en 89, tels qu'ils ont été déclarés en 93, et que Paine commente pour ceux de 89 dans le droit de l'homme, des principes du droit naturel, ou, suivant le langage de Paine, des principes de sens commun, sans la mise en œuvre duquel, pense-t-il, il ne peut exister de société, en d'autres termes, dans son discours, des principes sans lesquels il ne peut exister de république. Donc la république, c'est simplement mettre en œuvre les principes qui sont dans la déclaration des droits, qui sont des principes de sens commun. Et il dit même, une déclaration, c'est un texte, il n'y a pas besoin de les déclarer à la limite, ils sont là. Alors c'est bien de les déclarer parce que c'est un acte politique, mais là, ils sont en nous, et il y a plein de moments dans l'histoire, il n'y a pas de déclaration des droits où les gens ont compris qu'ils portaient ces principes et ces valeurs sans avoir des textes juridiques, compliqués. Or, ces principes, pour lesquels Paine va devenir citoyen français en 1792, sont remis en question en 1795. Vous le savez, Robespierre est arrêté, exécuté, des robespierristes, entre guillemets, comme on les appelle, le suivent, la queue de Robespierre dont on parlait tout à l'heure la suit, le mouvement populaire est également réprimé, les derniers montagnards sont réprimés, et en 1795, la convention, qu'on appelle par commodité la convention thermidorienne, va, puisqu'il n'y a plus d'opposition véritablement à gauche, va rétablir le suffrage censitaire, afin que, c'est ce que dit Boissy-Langlois, que les propriétaires et que les gens instruits gouvernent, les gens, les élites, une aristocratie, les meilleurs, dit Boissy-Langlois, aristoi en grec, une aristocratie. Vous voyez bien qu'il y a un petit problème avec Paine, puisque c'est à peu près le contraire de ce qu'il pense. Et donc il va s'opposer à ces mesures. Il sort de prison, il était au Luxembourg, il est porté, mis en avant comme quelqu'un qui est une victime de la terreur, donc un emblème pour les thermidoriens, et il va beaucoup les décevoir parce qu'il ne va pas du tout faire ce qu'ils attendent de lui, c'est-à-dire qu'il ne va pas dire ce que vous faites est génial, il va dire au contraire, vous êtes en train de faire le contraire de ce que vous voudriez faire. Et quand j'étais en prison, je pouvais encore le supporter parce qu'au moins l'égalité était un fait. C'est même plus le cas maintenant. Je suis sorti de prison, mais là, on tombe devant quelque chose qui est absolument, pour lui, inacceptable. Et c'est à partir de ce qu'il va voir à ce moment-là qu'il va théoriser ce principe d'allocation universelle que j'évoquais tout à l'heure, à partir d'un travail critique sur la propriété. Alors, c'est toujours intéressé à la propriété, aux questions économiques, mais là, il va concentrer le tir sur la question de la propriété, puisque les propriétaires vont devenir les seuls qui seraient aptes à gouverner selon ce que rapporte Boissy-Langlois. À partir de la critique de ce projet et d'une critique de la notion de propriété, il va concevoir donc le premier, le principe d'une allocation qui est universelle, donc de ce revenu d'existence, qui doit donner à chacun en fait la possibilité d'être libre, de pouvoir vivre sans être dépendant des autres. Et donc un argument qui est porté par les thermidoriens, qui est de dire quand je dépends des autres parce que je n'ai pas assez d'argent, je ne suis pas véritablement un républicain, je ne suis pas véritablement libre, ma volonté est dominée par la volonté de l'autre, je suis soumis à mes plus bas instincts. Cet argument tombe, puisque Paine dit non, chacun va avoir de quoi vivre, et donc ne sera plus contraint d'être dans la domination de l'autre. Donc ça a été fait, ça? Ça a été projeté, ça n'a pas été fait, hein. C'est un plan qu'il propose. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, c'est de nouveau dans l'actualité politique. Hein. Vous entendez parler, j'imagine, du principe de l'allocation universelle. Mais personne ne sait, en tout cas ceux qui le mettent en avant, ils savent que c'est Paine en général, mais ne connaissent pas le contexte dans lequel tout ça a été fait. Même le revenu, le RMI, je ne sais pas quoi. Voilà, en fait, ça garantit quand même un revenu minimum à tout le monde. Voilà, le RMI, le RSA, mais il est conditionnel. Il y a des conditions. Tandis que là, ce que pense Paine, c'est un revenu inconditionnel.
inconditionnelle et universelle. J'y reviendrai rapidement. Et donc Paine intervient à l'Assemblée. On n'attendait pas véritablement sur ce terrain. Il fait un discours, et c'est le seul discours qu'il fera, et le dernier discours qu'il fera à la Convention, et c'est le seul opposant au projet, en fait, qui ose dire son opposition à la tribune de l'Assemblée. Enfin, il le dit sans le dire véritablement, parce qu'il ne parle pas français, donc c'est un discours qu'il a écrit, qui a été traduit par un de ses proches, qui s'appelle Lantenas, et c'est Lantenas qui demande la parole pour lui, et c'est le secrétaire de l'Assemblée qui lit la traduction en français du discours de Paine. Et comme Robespierre l'a fait, vous le savez, en 1791, dans son discours, célèbre discours contre le décret du marque d'argent, qui dénonce aussi justement le principe censitaire, Paine met face à face la Déclaration des droits et la Constitution qui est proposée par les Thermidoriens. Et il relève toutes les contradictions qu'il y a entre la Déclaration des droits et la Constitution. Ce que Paine fait aussi exactement dans le décret du marque d'argent, et il en tire une conclusion assez simple pour lui, puisque la Constitution est en désaccord avec la Déclaration, il faut changer la Constitution. La Constitution, c'est quelque chose qui est décidé entre nous. La Déclaration, ce sont des principes qui sont en nous, de sens commun. Ce pas des choses sur lesquelles on a à négocier. Or, la Convention va faire exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'elle va garder la Constitution, qui exclut donc des droits politiques d'une partie de la population, et elle va, au contraire, changer la Déclaration des droits. Et donc va revenir sur les principes qui avaient construit la déclaration de 89 comme celle de 93, en la vidant de son sens. Il n'y a plus de préambule, il n'y a plus de référence au droit naturel, il n'y a plus l'article célèbre selon lequel tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Tout ça, ça disparaît. La déclaration des droits devient un texte qui est finalement un texte vide de son contenu. Et donc, Paine nous permet, par l'attention qu'il accorde à ce moment et par rapport à cette intervention qu'il fait à ce moment, Paine nous permet de porter un autre regard sur ce moment thermidorien et sur le projet politique qui est porté par ce moment thermidorien après 95, qui va engendrer le Directoire. Il s'agit non pas d'un retour aux droits de l'homme après la terreur, comme on l'a écrit communément, mais il s'agit, si on suit Thomas Paine, d'une négation, en fait, des principes des droits de l'homme. Et donc il nous engage à regarder autrement ce moment, un moment qu'il caractérise, je le dis, et je le cite, comme un moment rétrograde des véritables principes des libertés. La Constitution de 95 est rétrograde des véritables principes de liberté parce qu'elle fonde l'accès à la citoyenneté sur des critères purement matériels et place l'existence des droits politiques dans les mains des propriétaires. Et il dit qu'on a bafoué donc les droits personnels et que ce sont nos droits personnels qui sont d'abord nos propriétés avant la terre, les équipages, les châteaux, comme disait Robespierre. Et il dit on ne peut pas, au nom de moyens pécuniaires, et avec les moyens que donnent ces moyens pécuniaires, on ne peut pas, avec ces moyens-là, enlever, voler, dit-il, la propriété des droits personnels qu'ont les autres. On se sert de ces richesses, je le cite, comme un brigand de ses armes à feu, et il mérite d'en être dépouillé de sa richesse. Donc une société politique, dit-il, n'est pas une société par action, dans laquelle le pouvoir serait proportionnel à la propriété. Une société politique, dit-il, n'a pas à favoriser le plus puissant. Elle est là pour d'abord aider le plus faible. Elle sert même à garantir la liberté du plus faible contre les plus puissants, qui voudraient la lui prendre. En d'autres termes, nous constituons une société si l'existence des plus faibles est garantie. Autrement, nous ne sommes pas dans une société, dit Paine.
Et il conclut son discours par cette phrase, hein, « Si vous faites tourner la base de la Révolution des principes donc de la Déclaration des droits à la propriété, vous éteindrez tout l'enthousiasme qui a jusqu'à présent soutenu la Révolution et vous mettrez à sa place rien que le froid motif du bas intérêt personnel, incapable d'animer, qui se fanera encore et dégénérera en une insipide inactivité. » Et de fait, Paine ne se trompe pas, puisque l'objectif en 1795 est d'arrêter la Révolution et donc d'éliminer le moteur, hein, pense-t-on à l'époque qui a été celui de la Révolution, c'est-à-dire les principes de la Déclaration des droits. Et cette critique que fait Thomas Paine va être considérée comme une critique de terroriste. Il est victime de la terreur, mais on va le considérer comme un terroriste potentiel. Et ceux qui vont le considérer comme un terroriste potentiel ne sont pas les pamphlétaires anglais, ce ne sont pas ses ennemis ou ses adversaires, hein, aux États-Unis, mais ceux qui vont le considérer comme un terroriste potentiel sont les Girondins. Ceux qui sont censés être proches de lui, d'après l'historiographie, ceux qui sont parmi les modernes, et qui vont lui tailler des croupières, on va dire, après son discours, hein. Par exemple, Louis-Sébastien Mercier, hein, le lendemain du discours de Paine, le décrit comme un démagogue, un traître à la France, qui fait le jeu de l'Angleterre. Parce qu'il est en train de faire une critique de la nouvelle Constitution. Et Mercier considère, dit-il, que la déclaration, pour Mercier, donc pour ce Girondin, la déclaration des droits est une pièce exotique dont on eût mieux fait de ne pas s'occuper, puisque ni les Turcs, ni Solon, ni les Romains n'avaient fondé leur république sur une déclaration des droits. Cette pièce était un levier qui manquait aux conspirateurs de Rome et d'Athènes. Catilina eût été bien fort s'il eût pu présenter ainsi à la populace de Rome qu'il pouvait soulever les tables de sa souveraineté. La déclaration des droits devient finalement l'objet, Catilina c'est Robespierre, hein, l'objet de celui qui soulève le peuple au nom de ses droits, devient donc un texte qui est particulièrement dangereux pour Louis-Sébastien Mercier. Jean-Baptiste Louvet, pour sa part, juge que le système de Paine, ce qu'il appelle le système de Paine, donc qui est fondé sur la Déclaration des droits, engendre l'anarchie, engendre ce qu'il appelle le despotisme de la multitude. Ce sont des termes par lesquels les thermidoriens désignent communément la terreur à l'époque. Et donc pour Louvet, les conceptions politiques de Paine sont d'ailleurs identiques à celles de Robespierre. Donc chez les contemporains qui critiquent Thomas Paine, on met en avant un Paine qui serait égal à Robespierre, ce qui inverse complètement ce qu'on lit dans l'historiographie, comme je vous l'indiquais. Identique à celle de Robespierre. La même opinion politique peut être défendue par un philosophe, Paine, et par un tribun, Robespierre. Ils peuvent être quelquefois d'un même avis. Ce n'est pas là le plus étonnant phénomène que présentent les révolutions. Donc pour Jean-Baptiste Louvet, girondin, thermidorien emblématique, Paine, la victime de la terreur, et Robespierre, le terroriste par excellence, peuvent partager les mêmes principes politiques dont la Déclaration des droits de 89 et de 93 d'ailleurs sont l'expression. Un autre personnage que j'aime bien citer, qui est Jérémy Bentham, hein, qui est à l'origine de l'utilitarisme, qui est dans les mêmes réseaux girondins, qui est proche de Louvet, proche de Louis-Sébastien Mercier. Bentham qui est à Paris en 1795, qui est aussi partie de ces modernes hein, que l'on met en avant comme étant ceux qui sont pour la liberté, pour le développement des libertés personnelles, est aussi quelqu'un qui est particulièrement critique de la Déclaration des droits. C'est quelqu'un qui pense que, comme Louvet ou comme Louis-Sébastien Mercier, la Déclaration des droits est un générateur d'anarchie. Et il écrit même hein, que le langage de la terreur est dans l'article 2 de la Déclaration des droits. Le langage de la terreur, dit-il, en 95, donc la terreur que l'on vient de connaître, le langage de la terreur est dans l'article 2 de la Déclaration des droits. Cet article 2, c'est le but de toute association politique et la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. La terreur est dans le sens commun et dans le fait qu'on prenne au sérieux ces principes, qu'on essaie de les mettre en œuvre. Donc on le voit, le récit auquel nous sommes accoutumés est quelque peu bousculé par ce que les contemporains disent de la terreur, disent des droits de l'homme, hein, une terreur qui n'est pas associée
à la négation des droits de l'homme, mais au contraire, une terreur qui est associée à son contraire, enfin pour nous, qui sont ces droits de l'homme. Alors, Paine va poursuivre sa réflexion, il va être particulièrement marqué par ce moment, et va approfondir tout son travail sur la propriété, et il va écrire un troisième grand ouvrage, après Common Sense, après Droits de l'homme, Right of Man, il va écrire Justice agraire, Agrarian Justice. Il y a un ouvrage qui va être édité en 1797, mais dont il va écrire le texte beaucoup plus tôt. Il va écrire son texte à l'hiver 95-96, donc juste après le débat sur la Constitution qui se tient à l'été 95. Il va écrire ce texte pour pousser sa réflexion sur la propriété et essayer donc de penser un dispositif républicain qui pourrait, on va dire, entraver le projet politique qui va être mis en œuvre avec le directoire. Et Paine donc réfléchit à la propriété, et cette propriété qu'il a en tête, vous l'avez compris, hein, quand il dit la propriété, il ne parle pas que des choses matérielles, il parle aussi du fait qu'on soit propriétaire de nos droits, le fait de posséder des droits est même beaucoup plus important que les propriétés matérielles, sauf si ces propriétés matérielles sont là pour garantir notre existence. Donc chez Paine, la notion de propriété n'est pas limitée à la propriété matérielle, comme on l'a en tête nous, mais est élargie à d'autres domaines. C'est la même chose pour Robespierre. Hein. Dans le discours contre le décret du marque d'argent, il dit ma liberté, ma vie, mes biens, ce qui me permettent de vivre, moi et ma famille, voilà des propriétés qui sont aussi sacrées que les vôtres et dont vous ne tenez pas compte. On le trouve chez John Locke. Alors là, on est du côté des théoriciens, un philosophe anglais de la fin du XVIIe siècle qui dit la même chose. Il parle d'idée générale de propriété. La propriété, c'est ma vie, ma liberté, mes biens sont ce qui est le propre de l'homme. Donc quand Paine met en avant la propriété, il met en avant une propriété qui n'est pas uniquement cette propriété matérielle, et il hiérarchise cette propriété parce que cette propriété n'est pas d'abord, hein, pour lui, celle des choses, mais elle est d'abord la propriété des droits personnels. Et pour étayer sa démonstration, il fait référence aux Indiens, qu'il connaît, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est appelé sens commun chez les Sénéca. Il fait référence aux Indiens qu'il a rencontrés parce que c'est la référence classique à l'état de nature au XVIIIe siècle. Hein, et pour Paine au sens commun, mais par ailleurs, les Indiens ne connaissent pas la propriété, ne connaissent pas l'appropriation. En même temps, les Indiens ne connaissent pas la propriété, et dit-il, ils ne connaissent pas la pauvreté. Il n'y a pas de riches et de pauvres chez les Indiens. Alors que, dit-il, nos sociétés européennes, occidentales, qu'on appelle civilisées, se caractérisent par une masse considérable de pauvres et par un tout petit nombre de riches. Et il se demande alors, mais qui est civilisé dans cette histoire? Les Indiens, avec pas de riches, pas de pauvres. Alors évidemment, j'aimerais pas habiter là-bas et vivre là-bas, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses. Je ne suis pas habitué à ça, mais réfléchissons un peu. Si les Indiens, dans l'état de nature, ne connaissent pas donc la pauvreté, ça signifie donc que la misère, la pauvreté sont une création, c'est une fabrication de l'activité des hommes. L'activité sociale humaine, et en particulier une fabrication des hommes d'Occident, qui se considèrent comme civilisés, qui devraient plutôt y regarder à deux fois. Et donc il dit qu'il faut faire une révolution dans l'état de civilisation, dans le nôtre, parce qu'il y a quand même un léger problème. Si on veut être un état civilisé, ça implique que la pauvreté ne devrait pas exister. Et donc que les êtres humains ne puissent pas avoir une vie pire dans l'état de société que si la société n'existait pas. Si on se met ensemble en société, c'est pour que ce soit mieux que quand la société n'est pas formée. Et donc il dit le premier principe de la civilisation doit avoir été et doit encore être que la condition des individus qui naissent après l'établissement de cet état ne soit pas plus malheureuse qu'elle ne l'aurait été s'ils étaient nés avant cette époque. C'est ce critère qui va définir l'état de société, l'état de civilisation.
c'est parce que les individus ont une vie qui n'est pas pire dans l'état de société que celle qu'ils connaissent dans l'état naturel que l'on peut se dire civilisé, que l'on peut commencer à penser être dans une république. Donc, quand il n'y a pas de pauvres, il peut y avoir des riches, dit Paine, tant pis s'ils sont puérils et qu'ils aiment avoir des... Voilà. Mais s'il y a des riches et qu'il y a des pauvres à côté, c'est pas quelque chose qui est pensable. Il ne faut pas que des gens n'aient pas une vie, il ne faut pas que des gens existent ou existent mal dans une vie indigne. Et donc il explique cette situation en Occident par le principe d'appropriation. C'est le processus d'appropriation qui a, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui a spolié l'humanité en fait. Il y a des pauvres parce qu'il y a peu de riches et que ces peu de riches sont accaparés, ce qui était, dit-il, une propriété commune de l'espèce humaine, c'est-à-dire la terre, dit-il, que Dieu a donnée en commun aux hommes. Et cette terre, donc, qui était une propriété commune, a été confisquée au profit de quelques-uns. Et cette confiscation, dit-il, a été faite par la violence, ce qu'il appelle le droit de conquête, par la conquête. Et cette confiscation est donc un vol. Et ceux qui ont été spoliés, ceux à qui on a confisqué ce bien qui était commun, doivent donc être indemnisés de ce vol initial. Et il dit, bien sûr, il y a maintenant des propriétaires qui sont des héritiers des voleurs d'avant. Mais ils ne sont pas propriétaires de la terre elle-même, ils sont propriétaires de la valeur qu'ils ont ajoutée par leur travail à cette terre, mais pas à la terre elle-même. Et donc il faut trouver un moyen d'indemniser l'humanité, un moyen d'indemniser l'humanité sans, dit-il, faire violence aux propriétaires actuels. Il ne faut pas que, comme on a fait violence à l'humanité au début, il faudrait aujourd'hui faire violence aux propriétaires actuels. On ne peut pas les déposséder. Donc il dit, je ne suis pas pour la loi agraire. Je ne suis pas pour le monopole agraire, quelques-uns qui possèdent tout, et je ne suis pas non plus pour la loi agraire, auquel cas on arrive et on redistribue tout de manière violente. Et donc il va mettre en place ce principe d'allocation universelle qui va être pensé comme l'indemnisation que chacun doit recevoir, chacun d'entre nous doit recevoir comme ancien propriétaire de cet objet qui était commun à tous, qui est la terre. Il pense comme un préjudice. Il pense ça comme un préjudice, c'est-à-dire que ce n'est pas de la charité, ce que je vous dis là, c'est du droit. On répare quelque chose. On répare quelque chose, et donc il ne faut pas attaquer les propriétés, les redistribuer, il n'est pas d'accord avec ce principe, il n'est pas hostile à la propriété. Il dit qu'il faut ponctionner les héritages. Donc c'est au moment où la propriété va changer de main que l'on va pouvoir prendre quelque chose. Donc l'héritier va bien recevoir quelque chose, mais il ne va pas recevoir toute la somme, puisqu'une partie de cette somme doit être redonnée à l'humanité. Et donc il va faire un plan très chiffré, c'est un truc concret, il y a des chiffres, des tableaux, pour essayer de voir comment on peut faire pour que tous ceux qui arrivent dans la vie, donc les jeunes, il dit tous ceux qui arrivent dans la vie, et tous ceux qui en sortent, les futurs retraités, et qui ont les vies les plus difficiles, quand on rentre dans la vie, quand on en sort, on doit toucher donc une somme perçue sur les héritages, et qui doit être une somme inconditionnelle, et qui doit être universelle. Donc il n'y a pas de condition pour la toucher. Tout le monde peut toucher cette somme. Riches et pauvres peuvent toucher cette somme. Peut-être dit-il que les riches voudront la remettre dans le pot commun. C'est leur problème. Mais tout le monde va pouvoir toucher cette somme. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de la charité. Ce n'est pas quelque chose qui est fait pour les indigents. Ce n'est pas quelque chose qui va stigmatiser celui qui va toucher cette somme. Tout le monde l'a. Donc c'est pas parce que je touche cette allocation que je suis montré comme étant un pauvre, un inférieur, quelqu'un qui vit au crochet de la société. Donc le principe d'universalité et le principe d'inconditionnalité est extrêmement important pour rentrer dans le droit, justement, et pour sortir du rapport à la charité. Et il dit d'ailleurs les riches, les propriétaires devraient être heureux de ça. Parce que les riches sont malheureux quand ils voient les pauvres.
Ils ne sont pas malheureux parce qu'ils en ont pitié, ils sont malheureux parce que voir des pauvres partout avec très peu de riches, c'est dangereux pour eux. C'est dangereux pour leur propriété, parce que peut-être qu'à un moment donné, les pauvres vont dire que c'est pas supportable, et que peut-être leur propriété va être mise en danger. Et donc dit Paine, je travaille aussi finalement pour les riches. Je travaille pour les riches parce que, ce faisant, je mets leur propriété en sûreté. J'évite que des gens soient envieux et viennent ou aient envie de leur prendre en bien. Alors, il est tard, je crois. Je vais conclure rapidement en soulignant que Paine, bien sûr, cette allocation universelle, c'est une proposition très originale à l'époque, et qui a encore du sens aujourd'hui. C'est pour ça que c'est assez passionnant de voir le lien entre le passé et le présent. Il y a des philosophes aujourd'hui qui trouvent que ce type de solution, et surtout la manière dont il a argumenté ce type de solution, est supérieur à un certain nombre de traités qui sont développés par John Rawls ou d'autres philosophes contemporains, américains, autour des théories de la justice. Donc on prend la pensée du XVIIIe siècle comme plus efficace pour penser la politique aujourd'hui que ceux qui s'y collent là. Donc c'est quelque chose d'original et de puissant, mais il est loin d'être le seul en fait à penser de cette manière-là. Et c'est pour ça que j'ai fait référence à Robespierre de manière régulière, vous connaissez bien. On est avec Paine dans une culture politique qui est largement partagée au XVIIIe siècle. Une culture politique donc, qui est fondée sur le droit naturel. C'est une culture de sens commun dans son expression, comme Paine la nomme. Et donc avant et pendant la Révolution française, il existe donc des usages des droits de l'homme, des usages du droit naturel, qui servent à penser une économie politique qui est critique de l'ordre social qui est en train de se constituer, qui est fondée justement sur la domination des propriétaires, et qui est fondée sur l'intérêt particulier. En d'autres termes, il existe des usages de la Déclaration des droits et de cette culture politique qui va contre ce qui va devenir plus tard, ce qu'on n'appelle pas encore au XVIIIe siècle, qui va devenir le libéralisme politique. Voilà, le libéralisme économique, pardon. Voilà, je vous remercie. Excusez-moi d'avoir été si long.